La battue, la combe du Guélin, 20 juillet 1854. Très tôt, Panchil a fait donner une messe en souvenir de ses parents, morts 2 ans auparavant. L'anniversaire de l'événement l'assombrit, et plutôt que de traîner à la maison au retour de l'église, il embrasse sa femme et son fils et part dans ses champs. Et depuis le matin, le soleil darde de ses rayons implacables sur les blés vernissés et les peaux tannées des hommes en sueur, pendant que les femmes chantent au bord de la rivière au rythme des battoirs à linge. Alors que satisfait du travail déjà accompli, le paysan attaque son 4e carré de céréales. Il entend les cris de Marie-Jeanne. Les autres comptes guélintés dans les champs voisins redressent la tête. Les plaintes s'intensifient. C'est toutes les femmes qui pleurent en même temps. Le tocsin se met à sonner et tous abandonnent outils et charrues pour se précipiter au village. Ils arrivent sur la place, déjà grouillante de monde, et se frayent un passage au milieu des femmes, des grands-mères et des enfants. Marie-Jeanne et la mère Cochenille sont par terre, vautrées dans la poussière. Le curé est assis entre elles deux, essayant sans succès de les calmer. Le maire court partout et le docteur arrive au pas de charge, persuadé que quelqu'un est en train de mourir. Marie-Jeanne, les yeux chavirés de larmes, supplie qu'on lui retrouve son petit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Questionne Panchil en secouant sa femme. Je sais pas où il est. On était à la rivière et je l'avais mis à barboter dans la bassine. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Hurle son mari, le visage congestionné sous l'effet de la colère. C'est toujours ce qu'on fait avec les gosses. Quand c'est qu'on va mettre le linge à sécher sur l'herbe. Puis, je m'ai entendu crier. Il a crié? Comment il a crié? Comme ça, un tout petit cri de rien du tout. Et le temps qu'on arrive, il n'était plus là. Oh mon Dieu, au fait qu'il ne soit pas tombé dans l'eau. Mais non, tempère le maire. On va le retrouver, le gamin, allez. On n'a plus de temps à perdre. Les gars, mettez-vous par deux, on va ratisser la rivière et les abords, et si ça suffit pas, on fouillera les bois et le moindre caillou. Mère Cochenille, allez donc me chercher un linge au petit, que je le fasse sentir à mes bêtes. Très vite, les groupes formés s'éparpillent, avec ordre de revenir au village si jamais ils trouvaient un seul indice. Le chapeau du petit, un sabot, sa chemise, une touffe de cheveux ou un morceau de pantalon. Le châtelain, avec tact, ne parle pas de corps. Il détale sur la trace de ses chiens, dont les aboiements résonnent dans tout le village. Le curé et le docteur restent seuls à se regarder pendant que les femmes entourent Marie-Jeanne avec des propos maladroits. « T'en fais pas, ma grande, on va le retrouver, ton petit. » Et si c'était la gamine qui est revenue? Mais non, il fait trop matin. Les fantômes, ils aiment pas ça, le soleil. Il a voulu sortir du baquet pour courir après un papillon. N'empêche que c'est près de la rivière, avec tout ce qui se dit, tout d'un coup, le docteur prend le groupe des commères. La prochaine qui parle encore une fois de petite fille dans la rivière, je la massacre. Rugit-il. Et des inventions, des fadaises de sorcières. Allez, faites de la place, retournez chez vous et fichez du doc la paix à Marie-Jeanne. C'est ça, ajoute le curé. Rentrez dans vos maisons et priez pour qu'on retrouve Eugène sain et sauf. Priez, mes filles, priez, et le Seigneur vous le rendra au centuple. Moi aussi, mon père? Demande Eulalie, qui préfère, plutôt que rester au presbytère, pérorer avec les autres femmes sur ce qu'elle pressente le plus juste. Tout le monde! Tonne le médecin d'une voix sourde. Vous êtes d'accord avec moi, père Bidot? Le curé acquiesce d'un signe de tête et elles obéissent, laissant la jeune femme avec les 2 hommes. « Viens avec nous, Marie-Jeanne », fait le prêtre en la prenant par le bras. « On va attendre dans le presbytère. » Marie-Jeanne émerge de sa torpeur, se défait de l'étreinte du père Bidot et crie « Je veux y aller! Il n'y a que moi qui peux trouver mon bébé !» Médecin et curé la retiennent, lui parlent doucement
cherche à la réconforter. Laissez-moi! Vous comprenez rien! Il va avoir froid, il a peur dans toute cette eau. Oh non! Mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit, mon tout petit. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Fait le docteur, lui massant les poignets qu'il garde, enfermés dans ses mains. Lâchez-moi! Ou je le retrouve ou je me tue! regarde-moi, Marie-Jeanne. Souffle alors le praticien dans le creux de son oreille. Le geste la surprend et elle le fixe du regard étonné, Dors maintenant. dit-il en appuyant avec un doigt derrière son oreille. Elle s'affaisse instantanément sous les yeux écarquillés du prêtre pendant que le docteur la retient. Aidez-moi, curé, au lieu de rester planté là. Mais, comment avez-vous fait? C'est un truc que m'a appris mon père. Il a passé sa jeunesse à parcourir le monde pour étudier les médecines étrangères. Seulement, ici, on l'aurait lapidé. Tenez, prenez-la par les épaules, on va la longer chez vous. Il transporte la jeune femme chez le curé, encore stupéfait, et la couche dans le lit de l'homme d'église. Eh, ne faites pas cette tête, ça n'a rien de sorcier, je vous rassure. Si ça vous dit, je peux même vous montrer comment. Non, merci. Vous savez, moi, les tours extrasensoriels... Ah, si l'heure n'était pas si grave, j'en rirais volontiers. Le prêtre se contente de hausser les épaules. Permettez-moi de m'isoler un peu dans mon église pour prier. On retrouve cet enfant sain et sauf. Prenez-en à votre aise, docteur, et vous m'expliquerez un jour, j'y compte bien, votre tour de passe-passe. Vous trouverez un carafon dans mon bureau et un restant de daube dans la cuisine. Bien, je vais préparer mon éther pour quand elle se réveillera, je ne me vois pas lui courir après si elle décide d'aller chercher son petit au fond de l'eau. Les heures tournent interminables, dans un silence à peine troublé par le pépiment des oiseaux qui nichent dans les arbres. L'estaminet de la mère Michel est fermé, et à part un chien galeux, la place du village écrasée de soleil est déserte. Assis l'un en face de l'autre, les deux hommes attendent sans dire un mot. Le docteur relit la même page depuis 1 heure, et le père Bidot égrène son chapelet en silence sans que ses lèvres ou un seul des muscles de son visage bouge. Alors que la pendule marque 2 heures, ils entendent une toute petite voix au dehors. Ils se regardent et se précipitent à la fenêtre. Ils marchent comme un automate, tout petit bonhomme perdu, les cheveux en bataille, pieds nus et pleurnichant dans son coude. « Maman Cochenille, maman Jeanne, vous êtes où ?» Oh, peu cher! jure le docteur Loué. Plus rapide que lui, le curé est déjà sur la place. Il soulève l'enfant avec un cri de victoire, le serre dans ses bras, l'effraie, le touche et chante les louanges du Seigneur. Le médecin court, aussi bouleversé que son comparse. « Nom de Dieu! » s'exclame-t-il. « Donnez-le-moi, que je l'examine. Curé, allez sonner les cloches, la petite et la grande, que ce soit plus beau qu'un mariage. » « Eugène !» Le cri sec leur déchire les oreilles. Marie-Jeanne traverse la place et s'emberlificote dans ses jupes. Elle arrache son fils des bras du médecin, l'embrasse, l'étouffe, pleure, rit en même temps au son des cloches qui carillonnent à toute volée. Le curé, suspendu aux 2 cordes et couvert de poussière blanche, affiche un visage béat et se fait la réflexion qu'il lui faudrait faire retaper une bonne fois pour toutes son église avant que les cloches ne lui tombent sur la tête. Eugène, assis sur une table au milieu du troquet, est le centre d'attention de tous. Séché, changé, la bouche pleine de chocolat donné par le maire, il tombe de fatigue. Mais tous veulent savoir.
même si Marie-Jeanne leur a résumé l'épopée du petit garçon. Il a vu la petite fille, c'est vrai? Mais non, il a avalé trop de chaleur par la tête. Je vous l'ai dit que c'est pas du pipeau. Oui, mais pourquoi qu'elle l'a pas emmené au fond de la rivière, hein? Le gamin est un sacré menteur, je vous le dis. Les fantômes, ça sort pas quand il fait soleil. Mais, et pourquoi pas? Réfléchis. Il pourrait fondre. Mais c'est du n'importe quoi. Tu sais en quoi c'est fait d'abord, toi? Laissez le gosse parler, bon sang, on s'entend plus. T'étais où, mon pimpin? Demande la mère Cochenille en le couvant du regard. Allez, vas-y, raconte. Mais je t'ai déjà raconté, maman Cochenille. Redis-le encore une fois, mon prince. Susurre la bonne femme, pendant que Marie-Jeanne caresse ses cheveux en épi. Ben, j'ai vu une petite fille dans l'eau, et je voulais aller jouer avec elle, mais j'ai tombé. Et après, je sais pas. Mais oui, tu me l'as dit. T'étais avec la petite fille quelque part. Oui, on était tous les deux dans un trou tout noir, et il y avait plein de gens qui étaient morts de partout. Et j'avais peur, et je pleurais. Mais elle est venue me consoler. Les femmes et les hommes s'exclament tous en même temps et le regardent à la fois impressionnés et incrédules. Qu'est-ce qu'elle disait? Rien? Elle parle pas, je crois. Elle t'a touché? C'était comment? C'était doux et gentil. Et après, elle m'a montré comment qu'on pouvait sortir du trou. Fallait passer sous une grosse pierre, même qu'on a creusé avec un bol qui brillait et que j'en ai jamais vu des comme ça. Qu'est-ce que t'as fait après, mon Tintin? Dans la salle, plus personne ne dit mot. Tout le monde est suspendu aux lèvres de l'enfant. Après, la petite fille, elle est venue comme moi. Et elle m'a montré où c'est qu'elle était la rivière. Et puis j'ai reconnu le chemin pour revenir à la maison. Elle est où maintenant? Je sais pas. Elle est restée là-bas. On dirait qu'elle avait peur de se faire disputer. Par qui? Maman Cochenille, arrête. Je veux dormir. La famille Choupette disparaît avec le petit miraculé dans les bras de Pamphile, laissant le champ libre aux discussions les plus saugrenues. Il invente, c'est impossible. Il a voulu se cacher. Un fantôme, ça peut pas être doux. Et pourquoi qu'elle l'a pas entraîné dans l'eau? Hein? Tu le crois, toi, qui revient de chez les morts? Il avait l'air d'en connaître un bout, hein, le gamin. Écoutez, fait le maire par-dessus le brouhaha. Moi, je dirais que le gosse s'est endormi sous une souche et qu'il a rêvé. Mais tout ça, c'est à cause de vous, mesdames, à force de vous entendre pérorer et raconter des choses abominables à longueur de journée. Devant les exclamations de protestation des femmes, il prend le médecin et le prêtre à témoin. Dites quelque chose, mon père. Et vous, Jean, qui êtes un scientifique, expliquez-leur que c'est absurde. Moi, tout le monde fait ce que j'en pense. Répond le docteur en secouant la tête. Et vous, Père Bidot, qu'avez-vous à dire? Eh bien, fait le prêtre en s'éclaircissant la voix, si les fantômes existaient, on en aurait tous un ou deux cachés sous nos lits ou dans une armoire. Et, à ma connaissance, personne n'est venu m'en parler en confession.